Bonsoir et bienvenue dans le 19-30. On mesure ce soir l'ampleur des dégâts qui frappent le nord-ouest de l'Europe après la tempête Henk, en particulier au Royaume-Uni avec plus de 1000 maisons sous l'eau et des centaines d'alertes inondations encore en cours. En France et en Belgique également durement touchés, le pire semble derrière. En Suisse romande, nous verrons combien les sauveteurs en montagne sont très sollicités en cette période de vacances en station. Les interventions s'enchaînent sans répit pour secourir les victimes d'accidents de ski. L'après-guerre à Gaza, pour la première fois évoquée par un haut responsable israélien, un plan prévoit de céder le territoire à une entité palestinienne sans le Hamas et sans l'autorité palestinienne. Un plan flou, qui divise, y compris au sein du gouvernement de l'État hébreu, nous dira notre correspondante Sharon Aronovitch en direct de Tel Aviv. Le Japon se relève de son pire séisme depuis Fukushima, même si ce tremblement de terre du 1er janvier a fait près de 100 morts. Vous verrez que le bilan aurait pu être bien plus lourd sans un niveau élevé de préparation. Notre reportage au plus près de l'épicentre. Le nord-ouest de l'Europe subit de plein fouet les intempéries. La France, la Belgique et le Royaume-Uni sont durement touchés. Outre-Manche, pas moins de 300 alertes aux inondations sont toujours en vigueur. Des images commentées par Steven Mossa. Des terrains à perte de vue et plus de 1000 maisons inondées après la tempête Henk et ses fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur le Royaume-Uni. Les sols étaient toujours gorgés d'eau après les précipitations records de l'automne. Au total, 300 alertes aux inondations sont en cours dans le pays. Je veux juste rassurer les gens en leur disant que l'Agence pour l'environnement a du personnel sur le terrain, dans toutes les zones touchées, et que des centaines de pompes à haut volume sont en action en ce moment même pour améliorer la situation. En Belgique, les crues ont touché des zones qui avaient été épargnées pendant 30 ans. La situation des cours d'eau se stabilise, avec une alerte rouge maintenue seulement dans quelques communes du sud du pays. La vigilance rouge a été levée ce matin dans le nord de la France, où la décrue se poursuit après un second épisode d'inondation hors norme en moins de 2 mois. 500 foyers restent privés d'électricité et plus de 2100 habitants n'ont pas accès à l'eau potable. En Suisse romande, les vacances de ski battent leur plein et pour les moins chanceux, ça se termine sur une civière, voire dans un hélicoptère. La preuve en Valais où les sauveteurs d'air glacier n'ont pas chômé depuis le 23 décembre avec près de 300 missions réalisées. Notre reportage en immersion signé Johan Rittner et Ainoa Ibarola. Alors que les vacanciers sont sur les pistes, pour eux, c'est la période la plus chargée de l'année. François est médecin, il fait partie de l'une des équipes de sauvetage du jour en Valais. Aujourd'hui, l'alarme a sonné pour la première fois à 11h15. Le patient, un touriste belge. Bonjour, moi je m'appelle François, je suis médecin. Comment ça va? Le diagnostic, un pneumothorax causé par son bâton de ski. Gardez le poing serré. Les gestes sont précis, rapides, mais toujours calmes. Rien ne pourrait laisser deviner le stress que causent les alarmes incessantes sur les téléphones de l'équipe. Zina, les volets, Vercorin, Nax, quoi. Il y a tout. Il y a 4 en même temps, là. On va le descendre rapide là-dessus. Puis notre stress, là, maintenant, c'est qu'on vient d'avoir 4 alarmes, il y a 4 missions en même temps. Donc on est pressé, au-delà d'être pressé pour le patient, on est pressé pour enchaîner. Et en effet, après avoir déposé le patient à l'hôpital de Sion, les missions s'enchaînent. Le dernier beau jour pendant les vacances, il y a beaucoup de monde, donc on s'attend à voler quasi non-stop. À l'hôpital de Sion, ce jour-là, ce sont 21 patients qui seront admis à la suite de sauvetage par hélicoptère sur les pistes. Une surcharge qui s'ajoute à une période déjà très tendue. Ici, au CHUV, ce ne sont que les cas graves qui arrivent, mais les urgences, déjà, sont à bout de souffle. C'est une surcharge qui est liée principalement aux épidémies hivernales qu'on a. Covid, grippe, les autres virus respiratoires. Ce week-end sera le dernier des vacances. Dans la cabine, bien au chaud. Il n'y a pas de treuil. Habituellement, c'est l'un des plus chargés, mais la météo fait espérer aux sauveteurs une fin de semaine plus tranquille. Avec la météo qui sera un petit peu moins bonne, il y a certainement un volume d'accidents un peu plus faible. Et on s'attend peut-être à une augmentation à nouveau lors du premier jour de beau temps. Avec la neige fraîche et le beau temps, les risques d'avalanche augmenteront à nouveau. La plus grande prudence est, comme chaque année, recommandée. En bref, la chasse aux loups autorisée jusqu'au 31 janvier reste bloquée au Grison et dans certaines régions du Valais. Le tribunal administratif fédéral considère aujourd'hui que des loups ne peuvent pas être éliminés dans des zones où des recours en justice sont pendants. Une victoire d'étape pour les organisations de défense de la nature et une défaite
pour les cantons de l'Office et l'Office fédéral de l'environnement. Et maintenant, au Proche-Orient, l'actualité est marquée aujourd'hui par les nouvelles déclarations télévisées du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le leader du mouvement pro-iranien au Liban promet une riposte inéluctable après la mort près de Beyrouth du numéro 2 du Hamas palestinien, un leader tué par une frappe attribuée à Israël, on le rappelle. Hassan Nasrallah assure que ces hommes vont, je cite, répondre sur le champ de bataille. Et alors que les bombardements s'intensifient sur le sud de la bande de Gaza, Israël a dévoilé pour la première fois un plan d'après-guerre. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, envisage de céder le territoire à une entité palestinienne. Ce ne sera pas l'autorité palestinienne, encore moins le Hamas, que Tsahal veut éradiquer. Benyamin Netanyahou doit encore se prononcer sur ses intentions. Annabelle Durand. Il ne décide pas à lui seul de l'avenir de la bande de Gaza, mais le ministre de la Défense vient de proposer à son chef de gouvernement un premier plan sur la gestion de l'enclave après la guerre. Cette phase du jour d'après, si elle est adoubée par Benyamin Netanyahou, ne sera déclenchée qu'à 2 conditions. Le démantèlement total du Hamas, sa gouvernance et ses capacités militaires, et le retour des otages israéliens. Le Hamas ne gouvernera pas Gaza. Israël ne gouvernera pas la société civile à Gaza. Les résidents gazaouis palestiniens seront administrés par des Palestiniens issus de comités locaux non hostiles à l'État hébreu. À Rafah, aujourd'hui, près de la frontière égyptienne, les réfugiés palestiniens n'étaient pas très optimistes sur l'avenir de leur territoire, mais ils estiment que la reconstruction de l'enclave doit être dirigée par des Palestiniens. Si Dieu le veut, l'autorité palestinienne gérera Gaza avec un gouvernement démocratique pendant un certain temps, jusqu'à ce que des élections soient organisées, et les urnes détermineront qui dirigera l'avenir du peuple palestinien. À ce stade, et contrairement au souhait des États-Unis, principal allié d'Israël, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas ne se voit confier aucune responsabilité. Sharon Aronovitch, vous êtes notre correspondante en direct de Tel Aviv. Alors on peut parler d'un premier plan d'après-guerre, mais c'est loin d'être un plan de paix. Non, pour le moins, ne serait-ce parce qu'il reste flou et ne répond pas à la grande question de qui gouvernera à Gaza après la guerre. Alors Yoav Gallant parle d'une entité palestinienne, mais sans mentionner concrètement l'autorité palestinienne. On voit donc mal qui pourrait être légitime aux yeux des Palestiniens pour gouverner à Gaza. Et sans l'autorité palestinienne, la solution à 2 États est loin de voir le jour. C'est pourtant la solution prônée par les alliés d'Israël, en tête les États-Unis. Et donc, en écartant l'autorité palestinienne, eh bien, une solution à 2 États qui réunit Gaza et la Cisjordanie est loin de voir le jour. Oui, exactement. Dans son plan d'après-guerre, Yoav Gallant parle d'une coalition internationale dirigée par les États-Unis. Mais si Israël, de son côté, ne donne pas de garantie d'avancer vers une solution à 2 États, pas sûr que cette coalition participe à la reconstruction de Gaza. Et ce point déchire d'ailleurs le gouvernement israélien à l'extrême droite. Plusieurs ministres ont vivement critiqué le plan de Yoav Gallant. Certains parlent ouvertement de recoloniser Gaza. C'est le cas du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, ou le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir. Cette semaine même, ils se sont prononcés sur un transfert de population, une migration volontaire, selon leurs mots, largement critiquée et qui a créé une tollée à l'international. Sharon Aronovitch en direct de Tel Aviv, merci infiniment. En bref, maintenant cette escalade militaire entre les 2 Corées, la plus sérieuse dans la péninsule depuis 2010. La Corée du Nord a tiré la nuit dernière plus de 200 obus en mer Jaune, près de 2 îles sud-coréennes reculées. Séoul dénonce une provocation de la part de Pyongyang et a riposté avec des exercices militaires dans la même région. La Chine a invité toutes les parties à la retenue. Et on reparle aujourd'hui d'Oscar Pistorius, l'ex-champion paralympique sud-africain, a retrouvé une liberté conditionnelle à son domicile. Il était emprisonné depuis 10 ans pour avoir tué sa compagne. L'homme a toujours soutenu qu'il s'agissait d'un accident, mais cette affaire, on le rappelle, a eu un retentissement planétaire. Thibaut Clémence. Impossible de savoir si Oscar Pistorius se trouve dans ce fourgon. En toute discrétion, il a quitté la prison ce matin, 11 ans après avoir tué sa compagne. En 2013, le sprinter Oscar Pistorius, star des Jeux paralympiques de Londres, et la célèbre mannequin Riva Steenkamp semblent filer le parfait amour depuis 2 ans. Mais au matin du 14 février, jour de Saint-Valentin,
Riva Steenkamp est retrouvée morte au domicile du couple. En pleine nuit, Oscar Pistorius tire 4 coups de feu à travers la porte de la salle de bain. Derrière, Riva Steenkamp est touché à 4 reprises. Immédiatement arrêté, Pistorius nie tout geste volontaire. Sa défense, il croyait faire feu sur un cambrioleur. D'abord condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, l'athlète est finalement reconnu coupable d'assassinat. L'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement de 13 ans et 5 mois. Mais rebondissement en novembre dernier, la demande de libération conditionnelle d'Oscar Pistorius est approuvée. Une décision immédiatement critiquée par la famille Steenkamp. Dans un communiqué publié ce matin, la mère de Riva Steenkamp ne remet pas en cause la justice sud-africaine, mais fait part de son profond chagrin. Est-ce que justice a été rendue pour Riva? Oscar a-t-il purgé une peine suffisante? Il n'y a jamais de justice si l'être aimé ne revient jamais, et aucune condamnation ne ramènera Riva. Pour nous qui sommes toujours là, nous purgeons une peine à perpétuité. À 37 ans, Oscar Pistorius est de retour en homme libre dans la demeure familiale, mais interdiction pour lui de répondre à la moindre interview et obligation de suivre une thérapie sur la gestion de la colère. Au Japon, le bilan du plus puissant séisme qui a frappé l'archipel depuis Fukushima atteint désormais 92 morts et au moins 242 personnes disparues. Et alors que les recherches se poursuivent pour trouver des survivants, un constat s'impose. Le pays a échappé au pire grâce à sa résilience et son niveau de préparation exceptionnel. Notre reportage au plus près de l'épicentre, c'est le document de notre journal. Il est signé Ryusuke Murata et Alexis Brégère. Suzu, ville dévastée à proximité de l'épicentre. Ici, près de 200 habitations rayées de la carte. L'un des rares endroits où un tsunami a frappé la ville. La maison d'enfance de cet homme a été victime des vagues. Regardez ce poisson devant chez moi. Il a été apporté par le tsunami. Mais parmi cette désolation, beaucoup de maisons ont résisté aux terribles secousses. Celle de ce monsieur a tenu bon, à l'inverse de celle de son voisin. Ma maison a été construite selon un système antisismique à base de fer léger. Piliers renforcés et matériaux plus élastiques, les constructions japonaises modernes épousent les secousses et résistent mieux au séisme que les anciens bâtiments plus vulnérables. Les Japonais restent aussi très calmes dans l'après-catastrophe. Cette école primaire accueille plus de 750 réfugiés depuis lundi. Ici, seulement un repas sur 3 est assuré. 34 000 personnes sont toujours déplacées à Ishikawa, la préfecture la plus touchée. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Même si l'on tient compte des stocks que nous avions en prévision des catastrophes. Les Japonais ne cèdent pas à la panique, même quand un nouveau séisme se produit, juste sous nos caméras. Ah, la poussière tombe. Ce matin, quelques secondes avant le séisme, nous avons reçu une alerte des autorités japonaises. Au Japon, les systèmes de sécurité sont nombreux. Même lors du grand séisme de 2011, les trains rapides lancés à plus de 200 km/h ont pu s'arrêter en quelques secondes seulement. Il y avait 19 trains en service près de l'épicentre. Ils ont été immobilisés et nous avons ainsi pu évacuer 8000 passagers au total. Un système qui a de nouveau fait ses preuves. Aucun train rapide n'a déraillé après le séisme de lundi. Plus de 90 personnes ont trouvé la mort depuis le tremblement de terre, mais ce nombre aurait pu être encore plus élevé sans les nombreuses sécurités mises en place par les Japonais. Retour en Suisse romande où l'on reparle de la gale, une maladie parasitaire qu'on préférerait oublier. Mais des cas ont été récemment signalés à Genève dans un foyer pour personnes âgées. Souffrir de la gale, c'est pas grave, mais c'est très contagieux, d'où l'importance de se faire dépister en cas de soupçon. Les explications de Clémence von Lanten et Camille Lancy. Ça commence avec l'envie irrépressible de se gratter. Des petits boutons rouges apparaissent, surtout entre les doigts. La gale est là. Comment va papa? C'est ce qui est arrivé au père de Philippe Houghton, patient dans un foyer de jour pour les personnes âgées. Il a commencé à avoir des démangeaisons épouvantables qui lui ont perturbé le sommeil depuis mi-octobre. On a erré avec des pommades, de la cortisone, changé les médicaments, on a pensé qu'il faisait une allergie, on a regardé la lessive, mais on n'a pas pensé à la gale. C'est un des 5 cas de gale apparus cet automne dans un foyer de jour pour les personnes âgées à Genève. Le foyer est depuis suivi par les services du médecin cantonal. Un protocole strict a été mis en place. C'est beaucoup de peur, on ne connaît pas ce que c'est, on ne sait pas très bien comment ça se transmet. Quand les personnes ont été diagnostiquées de gale,
elles ne viennent plus au foyer et elles doivent prendre leur traitement. Et après, justement, ça fait à peu près 10 jours, 2 semaines, ils peuvent revenir au foyer si il n'y a pas de nouveau des démangeaisons. La gale est une maladie très contagieuse qui nécessite un contact prolongé avec la peau. En 2023, les hôpitaux universitaires genevois ont enregistré une hausse des consultations de gale de 46% par rapport à 2022. Une consultation peut mener à traiter plusieurs personnes, voire même tout un ensemble de personnes. Il y a toujours une augmentation en hiver en fait, parce que les gens sont beaucoup plus à l'intérieur des appartements. Les symptômes de gale sont les grattements qui peuvent vous empêcher de dormir ainsi que l'apparition de petits boutons. Il faut alors tout de suite consulter. Le diagnostic n'est pas toujours facile à faire et avant de traiter un patient, il est important d'avoir une certitude du diagnostic. On voit que ça fait une ligne comme ça, c'est ce qu'on appelle un sillon, et au bout de ce sillon, on voit le parasite. Ce n'est pas un signe de saleté, c'est une maladie qui est embêtante mais qui n'est pas grave. L'humanité a toujours été en contact avec la gale. Sa disparition est illusoire. Si vous êtes contaminé, n'oubliez pas de désinfecter votre environnement, laver les vêtements qui le peuvent à 60 degrés et congeler le reste. Selon l'OMS, en 2023, 200 millions de personnes dans le monde ont attrapé la gale. Et maintenant, un enjeu commercial méconnu après ces fêtes, ce que font les grandes marques et les maisons de luxe de leur stock d'invendus. En Suisse, où il est interdit de détruire ou de jeter ces articles en rade, les enseignes tentent d'éviter le gaspillage et, si possible, d'en tirer profit. Véronique Wicht, François-Michel Schweitzer, Claire Eckersley. Comme chaque année après Noël, cette boutique de luxe affiche des soldes imbattables. Là, c'est différentes marques qui sont soldées à des prix, voilà, soit 50%, soit 30%. La méthode classique pour écouler les stocks de fin d'année. Mais toutes les marques de luxe ne peuvent pas se permettre de solder. Alors le magasin ne s'arrête pas là. Il nous arrive de faire des ventes pour le personnel. Selon la quantité de marchandises que nous avons, voilà, nous prenons cette décision et nous organisons une vente en interne à notre centrale d'achat. Et c'est des prix qui sont réduits, c'est ça? C'est des prix vraiment réduits, absolument. Autre option de plus en plus plébiscitée, les dons à des associations ou des écoles pour recycler les invendus sans jeter. Mais la solution qui cartonne désormais se passe ici, dans ce centre de boutique outlet. Celle-ci est la seule du genre en Suisse romande. Des grandes marques qui écoulent leur stock en vendant leurs produits à des prix imbattables. Ce sont les bonnes affaires que le client vient rechercher, que ce soit un client qui soit CSP+, ou qui a un pouvoir d'achat moyen. L'avantage, c'est qu'il va retrouver de grandes marques, mais également des prix réduits, à minima moins 30%, mais qui peuvent notamment sur les opérations commerciales telles que les soldes, aller jusqu'à moins 70%. Poussée par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, la fréquentation y est de 7% supérieure à l'année dernière. C'est un peu moins cher, donc quand on a 3 enfants, on n'a pas trop le choix. On essaie de faire des économies là où on peut. Hein. Après c'est moins 40%, des fois moins 30%, moins 20%, donc ça fait plaisir et puis on se fait plaisir aussi, quoi. Face à l'engouement, les marques se sentent pousser des ailes. Chaque mois, le centre est contacté par une dizaine de marques de prêt-à-porter qui souhaiteraient y implanter leur boutique. Un musée roman se distingue au niveau suisse. À La Chaux-de-Fonds, le Museau a récemment obtenu le prix Expo 2023 pour son exposition Plan B, un prix décerné par l'Académie suisse des sciences naturelles. Il récompense la manière dont le musée neuchâtelois a su présenter le déclin de la biodiversité. Johan Métry et Juliette Janet. Qu'est-ce que la biodiversité? Pourquoi est-elle en danger? Du haut de leur perchoir, les petits et grands animaux de Museau à La Chaux-de-Fonds vous scrutent pendant que vous découvrez la faune du monde entier. Un écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants et le milieu qu'ils occupent. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'exposition? La gazelle qui est morte là-bas. Moi j'aime beaucoup le poisson derrière nous et puis parce que j'aime beaucoup la pêche. Ces animaux ont élu domicile entre ces murs depuis 1 an tout juste à l'ouverture du musée. Et déjà une consécration, le prix Expo 2023 de l'Académie suisse des sciences naturelles. C'est la proximité entre les animaux naturalisés et leurs cousins vivants dans le zoo juste à côté qui a séduit le jury. Dans l'exposition, il présente les animaux empaillés et il précise lesquels on peut aller voir vivants dehors. L'exposition traite aussi et surtout de l'immense menace qui pèse sur la biodiversité.
Je savais pas qu'il y avait des animaux pas vivants et ma maman elle m'a tout lu et puis j'ai vraiment aimé et j'ai voulu retourner. Dans les déchets en plastique, on a vu une lolette. Voilà, je leur ai dit, ça c'est peut-être un enfant comme vous qui a oublié sa lolette. C'est l'occasion de leur expliquer les conséquences que ça a quand on laisse ces déchets par terre. On traite des 5 premières extinctions de masse que cette planète a connues, et puis aussi de cette 6e qu'on est probablement en train de vivre et qui est en tout cas la première créée par l'homme. On souhaite que le visiteur vienne avec des questions, reparte avec quelques réponses, mais reparte aussi avec d'autres questions. Ça fait peur, toutes ces informations, mais ça amène à réfléchir. Ça donne envie de faire bouger les choses. L'exposition Plan B est appelée à évoluer pour faire écho à l'actualité et aux dernières découvertes scientifiques. Suite et fin ce soir de notre série spéciale consacrée à l'intelligence artificielle, une technologie utilisée depuis peu et avec succès pour lutter contre la déforestation sauvage, mais aussi contre les incendies dévastateurs. Exemple dans la forêt amazonienne et en Californie, présenté par Julien von Ranten. En 35 ans, plus de 420 millions d'hectares de forêt ont disparu de la surface du globe, soit l'équivalent de 100 fois la superficie de la Suisse. Mais l'utilisation massive de l'intelligence artificielle pourrait bien contribuer à freiner la tendance. Nous sommes au cœur de l'Amazonie brésilienne. De petits boîtiers ont fait leur apparition sur certains troncs d'arbres. Des capteurs sonores, une arme inédite pour lutter contre la déforestation. L'avantage de ce système est qu'il peut détecter une incursion de bûcherons coupant des arbres avec des tracteurs ou des tronçonneuses. Pour y parvenir, les chercheurs ont tout d'abord enregistré les sons caractéristiques de tout type de tronçonneuses et de tracteurs avant de les confier à des spécialistes. Tous les sons collectés ont été transmis à l'équipe d'IA pour qu'elle les entraîne, de sorte qu'une fois téléchargés dans l'appareil, celui-ci ne reconnaisse que ces sons et non les sons caractéristiques de la forêt, tels que les animaux, la végétation et la pluie. Avantage majeur de ces capteurs de son, prévenir les autorités en temps réel et minimiser ainsi les dégâts potentiels. Un outil de plus pour le président brésilien qui a promis de mettre fin à la déforestation en Amazonie d'ici 2030. À quelques milliers de kilomètres de là, changement de décor mais même problématique. Ici en Californie, l'ennemi principal cette fois, c'est le feu. Pour le combattre, les pompiers disposent depuis peu d'une toute nouvelle arme. Plus de 1000 caméras disséminées sur tous les points hauts de l'État. Des caméras surveillées en temps réel par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous offre des yeux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là où personne ne regarde, quand personne n'est dehors ou quand la plupart des gens dorment. Lorsque le logiciel croit détecter de la fumée, un petit rectangle rouge apparaît à l'écran. Un opérateur confirme ensuite le sérieux de l'alerte et envoie si besoin les secours. Les résultats sont si prometteurs que le système équipe désormais tous les centres de commandement d'urgence de l'État. On est plus rapide que les appels d'urgence dans 40% des cas et ça va s'améliorer. L'avenir est très prometteur car on a plus de données. Elle sait à quoi ressemble la fumée, tous les types de fumée. Face à l'ampleur de la menace, le chercheur a décidé d'accorder un accès public aux données de son logiciel afin que tout un chacun puisse le développer. Un constat, on peut être court sur pattes, avoir l'air d'une petite saucisse et pourtant avoir un charme fou. Les teckels connaissent un succès sans précédent, notamment sur les réseaux sociaux. Cette race de bassets est toujours plus prisée, y compris en Suisse. Eliane Ruckstuhl et Sarah Gelassi. Il s'appelle Crusoe. C'est un teckel nain de 14 ans et avec ses plus de 800 000 abonnés, c'est une star d'Instagram. Sur les réseaux sociaux, nos amis courts sur pattes sont devenus un véritable phénomène. En Suisse aussi, exemple avec Plume, petite romande de 4 ans. Elle est 2.0, elle a aussi son compte Instagram. Alors là, on arrive, là c'est le mari de Plume, qui s'appelle Ruben. Et puis là, on a l'échographie de son bébé. Il y a un engouement pour Instagram et les réseaux sociaux avec les chiens qui est devenu assez incroyable, ce qui fait aussi de la publicité pour la race. S'il plaise autant, c'est que ses compagnons sont pleins de qualités. La première, voilà, elle est là, hein, c'est la l'adoration du maître,
Ils sont très tactiles, très gentils, très sociables. Quand on est amoureux d'un teckel, je crois qu'on y est pour toute la vie. Des amoureux, il y en a beaucoup. De Paris à Hong Kong, le chien est devenu tellement populaire qu'il existe même des sausage walk, ou marche de la saucisse, à travers le monde. Une tendance boostée par le Covid où les adoptions ont explosé. Cette dame élève des teckels depuis 40 ans. Avec 2 demandes par jour, elle n'a jamais vu pareil engouement. J'ai des gens qui attendent 2 ans. En Suisse, il y a beaucoup plus de demandes de jeunes chiens, des chiots, que d'offres. Attention tout de même au phénomène de mode. Il faut s'en occuper. Vous ne pouvez pas travailler 8 heures et puis avoir le chiot qui vous attend à la maison. Il va faire des bêtises. C'est beaucoup de responsabilité. C'est un être vivant. Une boule de poils et d'amour qui nécessite beaucoup de soins. Comme quoi la vie de chien, ce n'est pas si mal que ça. Il est où? C'est la fin du journal de la radio-télévision suisse. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi sur TV5 Monde.